Bonsoir, soyez les bienvenus dans 28 minutes. Salut mes amis. Et joie de revoir Anna. Joie d'être allégée de 4 cm d'appendice, mais lestée de notre tendresse. Voilà, c'est dit. Je suis très contente d'être là. L'actualité internationale, c'est le revers électoral du président argentin Javier Milei, l'homme à la tronçonneuse autoproclamé anarcho-capitaliste en guerre avec les valeurs progressistes. Son parti s'est banané dimanche lors d'un scrutin test à 1 mois et demi seulement des législatives. Mais pour Javier Milei, on ne change pas une équipe qui perd. No se retrocede ni un milímetro en la política del gobierno. El rumbo no solo que se confirma, sino que lo vamos a acelerar y profundizar más. Corruption et guerre culturelle caractérisent les 2 premières années de la présidence Milei, mais le bilan économique n'est pas mauvais. Qu'en pensent les Argentins? Javier Milei est-il cuit? Nous en débattrons avant de vous retrouver en dernière partie de l'émission. Marie Bonisso et Xavier Mauduit. Je crois qu'on part vers le Nil. C'est ça, le Nil bleu. bloquons l'eau Elisabeth, parce que l'Éthiopie vient d'inaugurer son grand barrage de la Renaissance sur le Nil bleu. Inquiétude de l'Égypte, qui a peur d'avoir plus d'eau, tout simplement. Pour nous, c'est l'occasion de remonter jusqu'aux sources du Nil. S'il vous plaît. Et vous, Marie? Moi, je vous parle de Tanou.pro. C'est un réseau de faussaires ukrainiens qui rédigent depuis des années à la chaîne des milliers d'articles scientifiques complètement bidons. À tout à l'heure. Et pour commencer, retour sur le mouvement Bloquons tout, horizontal, sans leader, coalisé sur les réseaux sociaux, qui en appelait depuis des jours au grand soir, entre la liesse et la colère. Pour en parler, Gérard Noiriel, grand historien du monde ouvrier et de l'immigration. Son dernier ouvrage tombe à pic, Le peuple français, histoire et polémique. On le retrouve tout de suite. Bonsoir Gérard Noiriel. Bonsoir. Bienvenue dans 28 minutes. Je vous présente Anna Ndiaye et Benjamin Sportouche. Bonsoir. Vous êtes l'homme de la situation pour parler de ce mouvement social inédit. Alors les chiffres du ministère de l'Intérieur à propos de Bloquons tout à 20h07, 175 000 participants. La CGT avance le chiffre de 250 000. C'est un succès ou ça vous semble finalement très peu? Disons que là, tout dépend de l'échelle qu'on utilise. Mais... Par rapport aux Gilets jaunes, vous avez beaucoup étudié les Gilets jaunes. Oui, c'est pas terrible par rapport aux Gilets jaunes. La mobilisation est relativement réduite, mais on ne peut pas uniquement mesurer l'importance d'un mouvement par le chiffre, surtout d'une première manifestation. Il faut voir après la suite, il faut voir l'impact que ça peut avoir, etc. Alors sur les motivations de ces insurrectionnels, en tout cas de ces insurgés qui appellent à bloquer tout, on en reparle avec vous dans un instant, mais d'abord votre profil idéal, puisque pour parler des mouvements sociaux, vous l'avez. Il est réalisé par Gaël Legras. D'accord. Gérard Noiriel, vous êtes historien et sociologue, spécialiste de la classe ouvrière. Depuis plus de 50 ans, vous observez et analysez les luttes sociales en les resituant dans l'histoire. Pour nous éclairer sur la nature et l'importance du mouvement Bloquons tout, vous avez le profil idéal. Agrégé d'histoire en 75, vous enseignez à Longwy. À cette même époque, la crise de la sidérurgie frappe les ouvriers lorrains. Adhérent du Parti communiste, vous êtes alors observateur et acteur de la bataille pour l'emploi. En 1980, vous publiez « Vivre et lutter à Longwy ». La division de la gauche démobilise les gens, que ce soit au niveau national ou au niveau local. Il y a une démobilisation et un découragement à cause des polémiques entre Parti communiste et Parti socialiste qui rejaillissent malheureusement au niveau des organisations syndicales à la base. Si vos travaux ont aussi beaucoup tourné autour de l'histoire de l'immigration... Le terme clandestin a été inventé par la ministère de l'Intérieur à la fin des années 30 par Daladier. Vous les inscrivez aussi dans celle des milieux populaires et des mécaniques de domination. En septembre 2018, vous publiez Une histoire populaire de la France. 2 mois plus tard, le mouvement des Gilets jaunes commence. J'entends une diversité de formulations centrées sur des revendications populaires qui existent depuis très longtemps, c'est-à-dire la lutte contre les injustices, la question économique, le tous ensemble aussi qu'on retrouve, et puis la question de la dignité qui revient de manière très très forte dans les propos qu'on entend. Vous y consacrez un livre en 2019, livre visiblement apprécié par un manifestant de Besançon. La suppression des taxes a supplanté les revendications salariales, la dénonciation des hauts fonctionnaires et des élus a marginalisé les mises en cause du patronat. Selon vous, la plupart des grands mouvements sociaux ont abouti à des échecs avec parfois des formes violentes de répression et pourtant... Même quand les mouvements sociaux sont perdants, il en reste toujours quelque chose, mais ça prend souvent du temps. En ce 10 septembre a donc eu lieu la journée Bloquons tout. Dans votre dernier livre, vous précisez «
Le fossé entre les élites et les classes populaires se reflète dans les discours dévalorisants, voire humiliants, que les dirigeants tiennent parfois sur le peuple et qui alimentent en retour la colère populaire. Gérard Noiriel, vous pensez qu'on verra un étudiant dans les images d'aujourd'hui lisant votre livre Le peuple français à Paris, Montpellier ou encore à Rennes? C'est ce que j'espère. Bien sûr, il n'y a pas de petit profil, Gérard Noiriel. Sûr, Le profil de ceux qui étaient dans la rue aujourd'hui, ce n'est pas du tout le même que celui des Gilets jaunes. Il y a eu des études sociologiques faites, beaucoup d'étudiants, de cadres, de classes suréduquées, surreprésentées. Ça n'a rien à voir avec les retraités, les ouvriers qui représentaient et incarnaient ces Gilets jaunes de 2018. Oui, alors là aussi, on a un premier regard, parce que ce que le mouvement des Gilets jaunes avait montré, c'est qu'un mouvement est vivant. C'est-à-dire il évolue, sa composition aussi, même les revendications, etc., peuvent évoluer au cours du temps. C'est un enjeu d'ailleurs de lutte entre les interprétations qui peuvent être données. Et donc là, effectivement, au point de départ, on a ce clivage, cette différence de composition sociale entre les Gilets jaunes qui étaient plutôt classe populaire, parce que c'était aussi la revendication centrale qui était autour de la taxe. Taxe carbone. Alors que là, on a des revendications qui sont plus générales, qui concernent les injustices, etc. Mais il faut bien voir, il ne faudrait pas quand même qu'on caricature ce mouvement en disant que c'est des élites, finalement, les CSP+, qui se mobilisent. C'est parce qu'il y a aussi une crise dans les classes moyennes aujourd'hui. Il y a l'angoisse par rapport à l'avenir et un déclassement. Et puis, ces gens-là, ils ont des parents, ils ont des familles. Donc, je pense qu'on est confronté à une crise globale, mais qui n'a pas forcément un débouché politique très clair. Vous dites, on vous a entendu, que même lorsque les révoltes populaires ont été combattues, elles ont eu un impact, y compris pour les Gilets jaunes. Qu'est-ce qu'il en est resté ? Il en est resté, c'est qu'on en parle encore. Donc c'est devenu une référence. Parce que beaucoup, dans les luttes sociales, on a besoin de références, et donc de sigles, de symboles, et beaucoup de gens qui se sont mobilisés, moi je les ai entendus faisant référence au mouvement des Gilets jaunes. Mais ce qui est vrai, c'est que la traduction, je dirais, au niveau politique de ce qui avait été énoncé par les Gilets jaunes, je pense au cahier de doléances, vous savez, qui avait été là, et ça a été décevant par rapport à l'usage que, si on compare avec les cahiers de doléances de 1789, on voit bien la différence. En 1789, ça avait abouti à une révolution. Oui. Là, alors que là, non. Donc il y a un certain désespoir aussi dans le fait que les politiques ne tiennent pas suffisamment compte de ce qui peut émerger dans ces luttes-là. Vous avez souvent souligné dans vos livres, Gérard Noiriel, l'importance des luttes antifiscales dans l'histoire populaire française. Ça remonte au XVe siècle et puis jusqu'au XXIe avec justement les Gilets jaunes et la taxe carbone. Alors il y a un économiste, Gabriel Zucman, qui disait ce matin « La clé de la pacification sociale, ça sera une sorte de révision vraiment totale de la fiscalité en France ». Vous êtes convaincu que c'est au cœur de la solution? Je ne suis pas économiste, mais en tant qu'historien, je pense que c'est vrai. Je pense que la question fiscale, elle a eu une importance très très grande dans l'histoire populaire, puisque même la Révolution française, vous savez, c'était une des revendications majeures, c'était contre le fait que les privilégiés, les nobles, ne payaient pas d'impôts. Donc on a eu toujours, cette manière de nommer les injustices sociales à partir de cette question fiscale. Alors, on va évoquer avec vous et avec Anna un autre mouvement de contestation, vous le connaissez évidemment, qui prend de l'ampleur depuis quelques années, mené par Alexandre Jardin, l'écrivain, les gueux. Oui, exactement, les gueux. Et ce mouvement, il se veut sans couleur, transpartisan, apartisan, antipartisan. Ce sont les mots donc, de l'écrivain Alexandre Jardin, qui est le meneur de ce groupe, dans un contre-manifeste qu'il a écrit et publié dans Le Figaro il y a 2 jours. Et de manière générale, eh bien, les gueux, eux, s'en prennent aux élites, aux normes, aux bobos, aux mesures écologiques comme celle sur la ZFE. Et ils veulent représenter, je cite, les invisibles et les méprisés, les miteux de banlieue et de province. Et eux, contrairement au mouvement Bloquons tous, ils ne veulent pas bloquer la France, mais ils veulent plutôt la remettre en mouvement, en mobilisant la société civile. Et pour Alexandre Jardin, eh bien, il n'y a qu'une seule solution pour sortir de ce blocage politique actuel, c'est le référendum d'initiative partagée. Alors qu'un mouvement de contestation comme celui-ci s'auto-proclame les gueux, ce qui est plutôt dévalorisant. Qu'est-ce que ça vous inspire, Gérard Noiriel ? Alors ça aussi, historiquement, on a beaucoup de précédents dans ces façons d'inverser le stigmate, comme on dit. C'est-à-dire, on prend un terme négatif
pour lui redonner une positivité par le fait. Alors ça s'inscrit dans une histoire aussi que j'analyse dans le livre, dans le premier chapitre, sur le regard dévalorisant que les élites peuvent porter sur les classes populaires, même parfois inconsciemment. J'ai pris l'exemple notamment de Victor Hugo quand il parlait de la populace, alors qu'il était pour le peuple, mais il ne se rendait pas compte que ce terme était repris très négativement par les... Voilà. Donc il y a des stratégies après de revalorisation. Alors j'avoue que je ne connais pas très bien le contenu, il faudra en faire une analyse, parce qu'il peut y avoir, ça peut aussi nourrir une certaine forme de populisme, c'est-à-dire voilà, qui parle au nom des gueux, c'est pas des gueux. Donc il y a aussi opportuniste. Voilà, c'est ça. Et donc la logique du référendum, vous savez, qui est beaucoup utilisée aujourd'hui, on oppose le peuple à l'état de droit, etc. Vous savez qu'historiquement aussi, ça a pu amener des choses très compliquées, contradictoires. Voilà, l'affaire Boulanger, par exemple, qui était déjà une manière au 19e siècle. Et donc, on a une tradition qui a tendance à reprendre du poil de la bête en ce moment, puisqu'il y a une crise quand même des organisations classiques de gauche. Et de la représentation, c'est ce que vous dites. On va voir cette statistique. 65 ouvriers sur 522 députés en 1945. Il n'y en a plus que 6 aujourd'hui dans la mandature actuelle. Est-ce que vraiment cette représentation inégale est au cœur du malaise démocratique? Vous dites que ce malaise démocratique, il a toujours existé finalement, et que la crise de représentation, elle n'est pas que d'aujourd'hui. Non, c'est sûr, c'est même contradictoire dans le mot démocratie. Si vous prenez même Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ, eh bien, vous avez déjà le pouvoir du peuple, mais qui exerçait ce pouvoir? Il n'y avait pas de femmes déjà, très peu de gens, et puis les citoyens étaient une petite minorité, etc. Donc il y a cette contradiction, et lorsqu'au XVIIIe siècle, la philosophie Lumière, etc., a repris ce modèle de la démocratie grecque, en plus il a fallu ajouter le fait que ça se déroulait plus dans une si petite cité, c'était désormais à l'échelle d'une nation de 28 millions d'habitants à l'époque. Donc il y avait la délégation de pouvoir qui s'ajoutait à cela. Donc on a toujours une contradiction qui est encore pertinente aujourd'hui entre la délégation de pouvoir, la démocratie directe, ceux qui prônent la démocratie directe. Ils ont raison, ceux qui prônent la démocratie et qui réclament plus de référendums. Le problème, c'est que historiquement... Parce qu'on entend beaucoup ça. Oui, la démocratie directe, si vous voulez, par définition, elle se joue sur des petits effectifs. Et donc, c'est avec la démocratie représentative qui peut, par le biais du vote, faire en sorte que l'ensemble des citoyens peuvent participer. Mais c'est une participation, on met souvent uniquement un bout de papier dans une urne. Donc, ça a été contesté. Donc, on est là dans une des contradictions, je dirais, natives de la démocratie. Et il y a des solutions plus ou moins sérieuse et pertinente pour en sortir, mais elle est là, et on vit au milieu de tout ça. Vous diriez qu'on est en période pré-révolutionnaire, Gérard Noiriel? Non. Non, mais d'aucuns le disent ou le suggèrent ou le rêvent, oui, d'ailleurs. On peut, voilà. Non, moi je serais plus pessimiste. Je dirais, si vous comparez par exemple les mouvements de blocage, comme la grève générale, par exemple. Vous savez, le mot d'ordre de grève générale, c'était la CGT à l'époque de l'anarcho-syndicalisme, au début du siècle. Bon, le peuple, là, c'était les ouvriers. Les ouvriers, dans les entreprises, devaient bloquer les usines, et puis le blocage devait faire écrouler le capitalisme. On était encore dans une logique où il y avait une relative autonomie du syndicat. Le syndicat avait son autonomie, menait des actions avec le rêve de renverser le capitalisme. Aujourd'hui, ça se passe où? Les réseaux sociaux, qui c'est qui les possède? Les milliardaires? Ben voilà, ça se passe à l'intérieur du système capitaliste et plus personne ne parle de renverser le capitalisme. Enfin, peut-être quelques... Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent juste un capitaliste moins cruel avec les démunis, c'est ce que vous voulez remarquer? Oui, c'est ça. Je pense que c'est pour ça que c'est pas une critique, c'est une analyse. Je pense que chaque génération mène les luttes avec les moyens dont elle dispose. Voilà, c'est facile de donner des leçons, mais voilà, dans le concret, c'est beaucoup plus difficile. Et donc, tous ces mouvements de lutte visent à rendre le capitalisme moins cruel, moins inégalitaire, moins injuste. Merci, Gérard Noiriel. Le peuple français, histoire et polémique chez Talandier, le livre qu'il faut lire en ce moment. Merci infiniment d'être venu sur notre plateau. On va passer à notre débat. On change de continent. Débat sur le revers électoral du président argentin Javier Milei, l'homme à la tronçonneuse, anarcho-libertarien, admirateur de Donald Trump. Eh bien, la défaite de son parti dans une élection provinciale cruciale dimanche dernier annonce-t-elle le début de la fin de l'ère Milei, malgré de bons résultats économiques? On en parle après la mise au point de Sandrine Le Calvez.
Cette visite fin août dans la banlieue de Buenos Aires ne s'est pas passée comme prévu. Debout dans un pick-up, aux côtés de sa sœur soupçonnée de corruption, le président argentin a été caillassé en traversant un bastion de l'opposition de gauche. Depuis l'été, le dirigeant ultralibéral enchaîne les déboires. Dimanche dernier, son parti, la Libertad Avanza, a été largement battu par l'opposition lors d'élections provinciales à Buenos Aires. Nous avons subi un revers électoral et il faut l'accepter. Mais nous ne reculerons pas d'un pouce dans la politique du gouvernement. Javier Milei, élu en 2023 avec la promesse de combattre la corruption et de remettre à flot le pays sans ménagement, parviendra-t-il à convaincre les Argentins de lui faire à nouveau confiance? Sa popularité est mise à rude épreuve à l'approche des législatives d'octobre et de la présidentielle dans 2 ans. J'ai voté pour Milei, mais il ne se comporte pas bien. Il commet beaucoup d'erreurs. Fidèle à sa ligne de rigueur budgétaire, le président argentin a notamment mis son veto à une loi favorable à l'accès aux soins aux handicapés. Il y a quelques jours, coup de théâtre, le Parlement a débouté Javier Milei. Je suis tellement émue parce qu'en réalité, tant les députés que les sénateurs ont dit non au veto du président. Fragilisé, Javier Milei revendique néanmoins de bons résultats sur le plan économique, à commencer par la baisse de l'inflation, passée en un an de 87% à 17,3%. Une baisse nuancée par les Argentins. Je suis heureux que l'inflation ait baissé, mais la vérité, c'est que je vis de mes économies. Je casse ma tirelire. Je prends des dollars sous mon matelas, car mon salaire ne suffit pas. Alors, quel bilan tirer de la présidence Milei à mi-mandat? L'homme à la tronçonneuse peut-il remporter les prochaines élections? Ou le péronisme, pilier de la gauche argentine, peut-il lui ravir le pouvoir? Nos 3 invités pour ce débat, Daniel Borijo, bonsoir. Vous êtes juriste, professeur à l'Université Paris-Nanterre. Vous êtes avocat inscrit au barreau de Buenos Aires, car vous êtes italo-argentin. Et selon vous, la défaite de dimanche est avant tout le résultat d'une mauvaise stratégie politique du président argentin, Javier Milei. Mais ça ne remet pas en cause, selon vous, ce qu'il a réussi à faire depuis son arrivée au pouvoir, incarner la rupture et lutter contre l'inflation. À côté de vous, justement, Jonathan de Marie, bonsoir. Vous êtes professeur d'économie à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine. Vous avez coécrit L'inflation aux éditions du Seuil. Selon vous, l'élection de dimanche dernier représente un vrai coup de frein pour Milei. C'est une défaite qui vient s'ajouter au scandale qui le touche, lui et son entourage, depuis plusieurs mois. On y reviendra évidemment. Et à côté de vous, Maricel Rodriguez Blanco, bonsoir. Vous êtes maîtresse de conférences en sociologie à l'Université catholique de Paris et vous êtes argentine et membre du réseau des politistes sur l'Amérique latine. Vous considérez que, sur le plan économique, des indicateurs comme l'inflation ont nettement baissé depuis qu'il est au pouvoir, Javier Milei, mais ça ne signifie pas que la vie quotidienne des Argentins s'améliore. Les chiffres, ajoutez-vous, peuvent être très trompeurs. Et on démarre avec la une du jour. Oui, Benjamin. c'est celle du quotidien argentin Crónica de ce lundi 8 septembre, avec cette une contundente, écrasante, au lendemain donc de la défaite du parti de Javier Milei aux élections provinciales de la capitale Buenos Aires, qui représente un tiers tout de même du corps électoral argentin dans un territoire qui est traditionnellement dominé par l'opposition de centre-gauche, certes, mais l'écart est très important. Alors cette question, Jonathan Marie, est-ce que c'est une grosse claque, le premier vrai revers électoral pour Milei ? Oui, c'est factuellement le premier revers. Les élections les plus importantes approchent, elles sont fin octobre, puisque l'Assemblée, les législatives vont renouveler la moitié de l'Assemblée, et Milei n'a pas une force, un nombre de députés très important. Donc c'est vraiment ces élections-là qui vont être décisives, mais il a nationalisé cette élection régionale à Buenos Aires de lui-même. Il a fait campagne, il s'est déplacé pour faire campagne, et donc ça apparaît vraiment comme un revers, et les sondages n'avaient pas anticipé un tel écart. Un petit bémol tout de même, la participation a été historiquement faible. D'accord. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce que cet électorat abstentionniste va se mobiliser pour les élections les plus importantes ? Et il reste populaire quand même, Daniel Borio, 40% tout de même dans les sondages de popularité, c'est pas mal. Populaire par rapport à sa politique qui était très violente,
par rapport à d'autres dirigeants politiques qui ont essayé de faire quand même des politiques d'ajustement économique, et la popularité a nettement baissé, alors que pour lui, il demeure quand même populaire. Il faut dire aussi que l'explication qu'il donne de cette élection, c'est de dire « moi je fais 33%, mais c'est le socle », alors que le péroniste Kistilov a fait 47%, mais c'est le plafond. Donc lui, il va chercher... Il aura une marge de progression. Voilà, des marges de progression, en particulier par rapport à son allié historique qui est Macri, donc le centre-droite conservateur, le parti de centre-droite conservateur. Et donc ça va dépendre de la manière dans laquelle il va traiter désormais le parti pro de Macri, de Mauricio Macri, parce qu'il a vraiment maltraité, il a humilié, il a donné en fait de postes qui étaient mineurs par rapport à la manière dans laquelle on a structuré les sélections de la province de Buenos Aires, qui est quand même un laboratoire national, parce qu'il y a presque 40% des électeurs qui se trouvent dans cette province, qui est les centres économiques, politiques, culturels quand même de l'Argentine. 40% d'électeurs dans la province de Buenos Aires, pour combien d'habitants en Argentine? 45 millions d'habitants presque 47 millions. 47 millions d'habitants. Maricel Rodriguez Blanco, il y a quand même eu ce camouflet symbolique et politique que le Parlement réintroduit cette loi en faveur du financement des soins pour les handicapés contre Javier Milei. C'est quand même quelque chose, non? Oui, en effet, on peut dire que c'est un élément, en tout cas de la semaine dernière, qui fait partie de ces contextes, qui est un contexte qui peut permettre d'expliquer, en tout cas, l'échec de Javier Milei aux élections. Ce qui est certain, c'est que c'est un gros échec aux élections qui devrait, en tout cas, dans les prochains mois, puisqu'on fait partie des étapes jusqu'aux élections en octobre, qui devrait faire réfléchir, en tout cas, le gouvernement actuel sur les politiques menées. Mais dans tous les cas, concernant en tout cas l'alliance au gouvernement, on peut dire que c'est un signe d'alarme sur la forme qu'adopte sa politique, sur son projet économique, sur les conséquences de son projet économique. Et du côté plutôt de l'opposition qui s'est constituée aussi, rien n'est écrit non plus. En fait, ces 47% en fait, qu'ils ont obtenus dans la province de Buenos Aires, ça peut augmenter, on ne sait rien. En fait, ça fait partie d'une construction. Mais ce qui montre, c'est que l'actuel gouverneur de la province est devenu visible, en tout cas, comme une possible figure. Juste une question, il se présente toujours sur les scènes et les estrades avec sa tronçonneuse, Javier Milei, où il a un petit peu... Bon, la tronçonneuse maintenant est un peu en court-circuit, mais il se présente quand même de manière théâtrale. C'est la théatrocratie. Il est vraiment ces personnages histrioniques, comme ça, flamboyants, ce qu'il a fait gagner. Donc je pense que ça va pas changer. Je pense que sur le fond, il a dit déjà qu'il n'y aurait pas de changement sur la politique économique. Il a tweeté même. Nous ne bougerons pas d'un pouce notre programme économique. Mais il va changer, je crois, sur la forme et peut-être la manière dans laquelle il va traiter ses alliés traditionnels. Et puis, voilà, on voit son tweet. Et puis, il va peut-être être obligé de changer, malgré lui, à cause d'une affaire de corruption incroyable. On va en parler avec vous, Anna. Oui, une affaire de corruption qui touche sa sœur, Karina Milei. Elle est secrétaire à la présidence, bras droit de son frère, et elle serait impliquée dans un scandale présumé de détournement de fonds. Ce scandale, il a été révélé à la mi-août grâce à des enregistrements audio dans lesquels on entend la voix supposée du directeur de l'Agence nationale du handicap, qui est l'ancien avocat du président et un ancien de ses proches conseillers, et il met directement en cause Karina Milei. Elle est soupçonnée, accusée d'avoir été partie prenante dans un système très bien huilé des entreprises pharmaceutiques qui voulaient conclure des contrats avec l'État sans passer par un appel d'offres, auraient versé des pots de vin à Karina Milei, mais aussi à d'autres proches du président, par l'intermédiaire donc de cette fameuse Agence nationale du handicap. Elle empoche $1 demi-million par mois, peut-on entendre dans les enregistrements. Mais ce n'est pas le premier scandale de corruption pour Javier Milei. On le rappelle, au mois de février, il avait fait la promotion d'une nouvelle crypto-monnaie, le CryptoGate, qui était censé stimuler la croissance de l'économie argentine. Des milliers d'investisseurs avaient alors suivi son conseil. Et seulement quelques heures plus tard, la valeur de la crypto s'était effondrée, tandis que les détenteurs initiaux avaient, eux, empoché plus de $100 millions. Milei avait immédiatement été accusé d'escroquerie et puis menacé d'une procédure de destitution par l'opposition. Alors, Jonathan Marie, c'est quand même assez frappant de voir qu'en 6 mois, il cumule quand même 2 scandales de corruption, alors même qu'il a été élu pour lutter contre la corruption. Oui, tout à fait, c'est très frappant. Et Karina Milei sera entendue par le Congrès dans l'enquête du Congrès sur l'affaire Libra dans les semaines à venir. Et
Autre chose, un autre aspect étonnant, c'est Milei a fait toute une campagne sur je me présente contre la caste, et les proches de Karina Milei et ceux qui sont mêlés dans cette supposée affaire de détournement de fonds sont issus de la famille d'un ancien président, Carlos Menem, qui était une grande référence aussi dans la campagne électorale. C'est une tradition historique, la corruption en Argentine. Je ne sais pas s'il y a une spécificité argentine, mais en tout cas, il y a effectivement des affaires de corruption qui affaiblissent son aura comme étant vraiment un rénovateur, quelqu'un de différent des présidents précédents sur cet aspect-là. La corruption n'apparaissait pas au premier rang en fait, des problèmes des Argentins. Jusqu'alors, c'était l'inflation, la pauvreté, le pouvoir d'achat. Donc maintenant, avec ce qui s'est passé avec l'agence du handicap, le fait que ce soit quand même très sensible, puis aussi ce qu'il a fait par rapport à l'absence d'augmentation pour les retraités, et là, le fait qu'elle n'est pas inculpée formellement, Karina Milei, donc bénéfice du doute, et puis donc présomption d'innocence. Mais en fait, ce qui était perçu par l'opinion publique, c'était la manière avec laquelle son frère, donc Javier, l'a traité et l'a protégé, et plutôt effectivement que de dire que la justice fasse le travail, il a tout de suite réagi, et donc la population s'est dit mais on a voté contre la corruption, et lui, au lieu de se préoccuper de la corruption, il a viré quand même le directeur de l'agence, Diego Espagnolo, mais l'image qui reste, c'est le fait qu'il protège. Il couvre. Oui. Il couvre, ça sert, mais ça s'explique. Voilà, oui, mais image dégradée peut-être, mais Maricel Rodriguez Blanco, quand même, les résultats économiques sont là, et les Argentins le constatent au quotidien, l'inflation a beaucoup baissé. Alors, à nouveau, ce que vous disiez en fait au début... On voit là 87% à 17,3%. Oui, voilà, c'est une courbe en fait. On peut dire ça, que c'est vraiment une courbe Excel en fait, qui montre que l'inflation a baissé, plusieurs chiffres en effet. En revanche, on ne peut pas isoler en fait l'inflation en tant que sociologue. Enfin, on peut isoler cela dans un crash sociologique et une série de transformations. Et l'Argentine n'est pas du tout la même que lorsque Milei a assumé les pouvoirs, est arrivé au pouvoir. Il y a 2 ans seulement. Il y a 2 ans seulement. Et ce qu'on voit aussi, puisqu'on parle des chiffres, c'est une augmentation du chômage, en fait, en Argentine, très clair. L'inflation a augmenté quand même légèrement par rapport au mois de juillet. Bon, c'est très, très peu, évidemment. Mais ce qu'on constate surtout, c'est une augmentation du coût des services, du coût de la vie, en fait. C'est messieurs qui disaient qu'il il travaille, en fait, pour payer ses services, mais il mange ses économies. Ça, c'est la réalité de la plupart des Argentins qui travaillent aujourd'hui en Argentine. Ils ne peuvent pas payer les gaz, pas l'électricité, les transports ont augmenté, les médicaments ont augmenté énormément. Donc en fait, la plupart des personnes qui vivent de leur travail, de leur emploi, de leur salaire, sont en difficulté. Mais Jonathan Marie, la pauvreté a baissé, donc on a du mal à comprendre. Les chiffres de la pauvreté auraient baissé aussi en Argentine. Alors, le calcul, la façon dont on calcule la pauvreté en Argentine peut provoquer des sauts à la hausse ou à la baisse très brutaux. Parce qu'en fait, l'équivalent de l'INSEE et l'INDEC en Argentine va mesurer sa pauvreté en évaluant les revenus des ménages, mais la période qui précède la prise en compte du niveau des prix. Donc, si l'inflation augmente beaucoup de ménages passent sous le seuil de la pauvreté parce qu'il y a un rebond mais alors donc ce de chiffre de l'inflation. Et à l'inverse, 38,1%, pour vous, il n'est pas valable par rapport à 52,9% auparavant? Le chiffre, ce que je suis en train d'expliquer, c'est que certainement le chiffre de 52,9% qui fait un pic à l'arrivée de Milei, il est grossi par rapport à la pauvreté observée. Parce qu'on a regardé les revenus des Argentins fin 2023 et les prix début 2024, alors qu'il y a eu beaucoup d'inflation à ce moment-là. Par contre, fin 2024, c'est l'inverse, l'inflation, et le taux de pauvreté est certainement ici sous-estimé. Vous êtes d'accord? Je crois que les données macroéconomiques sont là, et après on peut voir, mais même l'UNICEF considère que la pauvreté des enfants a diminué, donc bon, c'est comme ça. Donc effectivement, les chiffres macroéconomiques sont là, mais le problème de Milei, c'est que le lien entre la macroéconomie et la microéconomie, c'est-à-dire que tous ces aspects qu'il présente comme effectivement des victoires, le redressement fiscal, l'inflation, l'excédent budgétaire, etc. S'imagine que l'Argentine, qui était en déficit comme la France, en 4 mois, on est arrivé à un excédent budgétaire. Donc tout ça, effectivement, ce sont des chiffres macroéconomiques. Mais les gens ne le voient pas. Le ressenti. Et je crois, oui, et concrètement, parce qu'effectivement, ça prend beaucoup de temps. Et je crois que cette relation entre la macroéconomie et la poche des gens, enfin la vie des gens de tous les jours, fait que il s'est dit, ça fait 1 an et demi, vous dites que tout marche mieux, mais nous continuons à avoir les mêmes problèmes économiques qu'auparavant.
Alors, on va regarder une archive pour réaliser que tout marche quand même mieux qu'en décembre 2001, où l'Argentine était dramatiquement désargentée, pardonnez-moi ce mauvais jeu de mots. Le pays était plongé dans une crise économique absolument sans précédent. Regardez. Les mises à sac visent avant tout les boucheries, les épiceries, les grandes surfaces. Car ces émeutiers de la faim sont les Argentins les plus pauvres, chômeurs, saisonniers ou retraités totalement démunis depuis que l'État ne verse ni salaire ni pension. Le gouvernement paie les mesures qu'il a prises. Le ministre de l'économie devrait regarder un peu comment les gens souffrent. Dans tout le pays, les manifestations succèdent aux manifestations. Et forcément, lorsqu'elles dégénèrent, les institutions et les banques sont les premières visées. Les Argentins n'ont plus le droit de tirer de l'argent de leur propre compte. Une mesure destinée à combattre une éventuelle fuite des capitaux. Maricel Rodriguez Blanco, ce traumatisme, il est toujours présent dans l'esprit des Argentins. C'est pour ça aussi qu'ils acceptent les sacrifices qui leur sont demandés par Milei aujourd'hui. Je pense qu'en effet, il y a quelque chose du vécu des mouvements sociaux et aussi des périodes des crises économiques et sociales, en fait, dramatiques et politiques. À l'époque, on parlait de Kusanaitus, donc il y avait une forte critique contre la caste, justement, contre les élites politiques. Et puis les Argentins et Argentines ont vu progressivement des gouvernements qui sont reconstitués la scène politique, qui ont réussi, en fait, à redresser les pays. Mais puis les crises reviennent. Et les gouvernements qui aussi... qui ont eu des problèmes des gouvernances, je dirais, des problèmes de gestion des crises aussi, ont produit des effets assez néfastes du côté de la croyance chez les Argentins. Donc on voit un grand désespoir et je pense que Milei s'est appuyé et a réussi à porter la parole des Argentins et des Argentines à partir de ces désespoirs. Mais bon, un gouvernement ne se tient pas seulement sur des... Parce que c'était il n'y a pas très longtemps, c'était il y a juste une génération. Oui, il y a un point commun entre la fin de cette période et ce qui se passe aujourd'hui. Il y a un aspect culturel très important dans une spécificité argentine, c'est la place du dollar dans les comportements. Milei a été élu sur la promesse qu'il allait dollariser l'économie, que les Argentins auraient accès facilement au dollar. Et là, on revient sur une contrainte macroéconomique, je suis désolé d'utiliser ce terme, qui, de mon point de vue, rend inévitable le changement de politique économique ou une crise monétaire. Milei, comme n'importe quel dirigeant argentin, ne peut pas simultanément tenir la stabilité du taux de change, et elle est nécessaire pour que l'inflation soit faible, l'activité économique qui soit favorable à la création d'emplois et les équilibres extérieurs. Aujourd'hui, l'Argentine est à nouveau en déficit courant, c'est-à-dire que les dollars quittent l'économie argentine parce que l'Argentine importe plus qu'elle n'exporte, elle n'est pas suffisamment compétitive, et ça, c'est lié à sa politique de change. Donc ça le fragilise, et pourtant, il reste un modèle politique. Il est invité ce week-end par le parti Vox, le parti d'extrême droite, en Espagne, à venir faire une conférence. Lui, Javier Milei, qui est fasciné par Donald Trump, est encore un modèle, on ne sait pas bien de quoi, anarcho-capitalisme, libertarien, oui, il est bon. Dérégulateur et conservateur à la fois. Un modèle aussi pour le Fonds monétaire international, parce qu'aujourd'hui même, il y a un communiqué du Fonds monétaire international en appuyant la politique des Milei. Il a obtenu 20 milliards de dollars d'aide du fonds. Donc effectivement, je crois qu'il y a eu la panique des marchés hier et avant-hier. Je crois que la panique des marchés, c'est pas lié tellement à sa politique macroéconomique, pour revenir à cette discussion. Je crois que c'est plutôt lié au fait d'imaginer un retour du péronisme au pouvoir. Et donc effectivement, on essaye de calmer les marchés. Je pense que l'intervention du FMI, et puis il a annulé le voyage en Espagne. Ah bon? Oui, il a annulé. Il n'a pas pris l'avion tout à l'heure, il a dit qu'il reste à Buenos Aires. Et en fait, bon, là, on rentre dans un autre domaine du personnage, dire, moi, je ne vais pas être un technocrate, il y a derrière moi quand même un récit, l'Argentine great again, la lutte contre le marxisme, contre le communisme, contre le wokisme, la bataille culturelle, bon, tout ça, c'est... Il est quand même à fond dedans encore. Il est à fond dedans, Maricel Rodriguez Blanco, en même temps, ça fait très longtemps qu'on n'a pas parlé autant de l'Argentine, vu d'ici, ou de ce côté-ci de l'Atlantique. On voit Louis Sarkozy, le fils de l'ancien président, faire une très longue interview de Milei, complètement fasciné, et il fait parler. Donc il y a quelque chose, une sorte de miléisme qui s'est constitué en très peu de mois, quelque part. Non? Oui, c'est vrai, il y a quelque chose du personnage, qui c'était dit, de la performance qu'il fait médiatique, d'un style politique qui est relativement nouveau, en tout cas son usage des réseaux sociaux, ça c'est clairement nouveau, une nouveauté. Après, on peut pas dire que, ça produit la fascination comme n'importe quelle personnalité politique, mais pour expliquer justement cette personnalité, il faut sortir du personnage, il faut sortir de Milei et aller plutôt voir l'évolution et la transformation des institutions dans ces pays et voir la crise en fait politique de la représentation politique importante que caractérise l'Argentine depuis pas mal de temps.
cette fascination pour des chefs d'État argentins. Et justement, dans les années 90, Carlos Menem était présenté par le Fonds monétaire international comme l'exemple à suivre. Et ça s'est très mal terminé en 2001. Et la Péronne, bien sûr. Et donc, les péronistes qui veulent s'imposer comme les opposants encore aujourd'hui. On va écouter Axel Kicillof, le gouverneur de la province de Buenos Aires, qui était donc vainqueur de l'élection de dimanche dernier. Le digo a Milei, el pueblo te dio una orden. No podés gobernar para los de afuera, para las corporaciones, para los que más tienen. Escuchá al pueblo, goberná para el pueblo. Eso te pidieron las urnas, eso te pedimos nosotros. Ils ont un style à nôtre pareil. Hein. C'est vrai. En cela, des fois, il ressemble un peu à Milei dans la manière de parler. Mais Daniel Bourriaud, en même temps, le péronisme, est-ce que c'est un populisme ou pas ? Est-ce que c'est... On ne sait pas comment le définir d'ici. Parfois, on a l'impression que c'était de l'autocratie presque à l'époque. Le péronisme, c'est tout et son contraire. En fait, le péronisme va de l'extrême droite à l'extrême gauche. On a eu des péronistes comme Menem à l'époque néolibérale. On a eu donc le péronisme a inventé la sécurité sociale en Argentine. Il y a des péronismes terroristes, il y a des péronismes qui étaient dans l'alliance anticommuniste. Enfin, c'est la culture du pouvoir et les péronismes occupent la place vraiment du pouvoir. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on va voir Axel Kicillof, un économiste, Javier Milei, un économiste, Axel Kicillof, un keynésien, et Milei, un libertarien. Donc il y aura vraiment un débat entre économistes très intéressant si jamais tous les deux arrivent à la présidence. La présidentielle, échéance dans 2 ans. Hein. Oui, c'est ça, en 2027. Donc, tous ces scénarios-là électoraux qu'on vit préfigurent en quelque sorte ce qui va se passer les prochaines années. Hein. Et donc là, on voit Axel Kicillof, qui est en effet un jeune économiste qui n'était pas très connu, mais là, il a fait un travail énorme en fait, dans la province de Buenos Aires, non seulement de gestion, mais aussi un travail pour essayer de convaincre les maires des différentes localités de le suivre, de suivre son projet, qui peut incarner, en tout cas, on le verra dans les prochains mois et années, un projet alternatif. En tout cas, il se présente comme ça, comme étant une alternative au projet ultralibéral. Y compris une alternative culturelle, c'est-à-dire moins conservatrice, moins traditionnaliste. Probablement, probablement, même s'il y a des féministes, par exemple, qui sont aussi du côté de Milei. Hein, on a c'est quand la bataille culturelle en fait divise l'Argentine, mais traverse aussi les alliances politiques, les partis politiques. Donc c'est pas très clair et net. En fait. Jean-Marie, très rapidement, il y a toujours l'ombre de Trump quand même, parce que ça reste un modèle pour Milei. Donc les anus s'invitent et risquent de s'inviter encore dans les campagnes électorales à venir. C'est possible et il y a des enjeux économiques, macroéconomiques très importants. Est-ce que les États-Unis, est-ce que des grandes firmes américaines vont investir massivement en Argentine, ce qui allégerait les contraintes macroéconomiques sur la politique de Milei? Merci à tous les trois de nous avoir aidés à mieux comprendre ce qui se passe dans ce beau pays, votre beau pays natal, aux 48 millions d'habitants. Et on suivra évidemment les législatives dans 1 mois et demi et la présidentielle dans 2 ans. Merci encore. On va rester dans l'actualité vue par Xavier Maudieu et Marie Bonisseau. Inauguration du barrage de la Renaissance sur le Nil, bleu, vital pour l'Éthiopie, mais terrible pour les ressources en eau des voisins, l'Égypte et le Soudan. Et prolifération de faux articles scientifiques. Ça inquiète les vrais scientifiques. Mais d'abord, le mot vedette du jour, c'est ISO7. Écoutez, le bac à 9 ans ou le doctorat à 17 ans, ça vous branche? Eh bien, ISO7, un institut de formation archi contesté, prétend pouvoir enseigner en accéléré. C'est entendu. ISO7 prépare à la réalité. Une jeune étudiante d'ISO7. Formation ISO7. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. ISO7 désigne une marque commerciale de la société éponyme fondée en 2007, immatriculée en Suisse, dont l'activité est la formation continue d'adultes. Le 5 septembre, ISO7 a inondé les médias de communiqués de presse revendiquant d'avoir permis à une candidate au bac de battre le record de France de la plus jeune lauréate. En juillet dernier, une gamine a obtenu son bac, spécialité mathématiques et physique-chimie, au rattrapage. Un exploit tout à fait relatif si l'impétrante n'avait 9 ans, était née parfaitement non francophone car originaire de l'île de la Grenade, était dotée d'un QI lambda et scolarisée dans une école internationale à Dubaï. ISO7 plastronne autour de cette performance unique. Le précédent record remontait à 1989, le bachelier avait 11 ans, car la nouvelle recordwoman a suivi par correspondance pendant 3 ans sa méthode Aleph, qui consiste à accélérer l'apprentissage en supprimant les répétitions des programmes scolaires classiques. Le but déclaré d'ISO7 est d'avancer l'âge moyen d'obtention du bac de 18 ans à 14-15 ans.
Un gain de temps destiné à découvrir les secrets de la lambada. Mais non, à remédier aux enjeux de la retraite, achever de longues études à un âge raisonnable, alléger certains problèmes budgétaires de l'éducation nationale. Le premier cobaye et grand prosélyte de la méthode ISO-7, pour apprendre aussi vite qu'un missile Exo-7, par ailleurs parent des fondateurs de ce business familial en redressement judiciaire, a sauté 6 classes, obtenu le bac à 12 ans et un doctorat à 17 ans. Sans doute, avant d'avoir pris le temps de lire Picasso, on met longtemps à devenir jeune. Mais Thibonol, t'es pipi caca soso. Allez, bonjour à nouveau. C'est l'heure de vos chroniques, chère Marie Bonissou et Xavier Mauduit. Alors Xavier, après 14 ans de travaux, l'Éthiopie a inauguré hier le grand barrage, le barrage de la Renaissance sur le Nil bleu, un barrage critiqué par l'Égypte, évidemment, parce que ça pourrait pomper leurs ressources en eau. Vous êtes parti à la recherche des sources du Nil. Vous n'avez peur de rien. Allez, allons-y. C'est probablement au milieu des années 440 avant Jésus-Christ que le grec Hérodote se rend en Égypte. Hérodote, c'est la grande figure du 5e siècle avant notre ère, historien, géographe et donc voyageur. Et dans le 2e livre de ses histoires, sources antiques exceptionnelles, il évoque son passage en Égypte et les sources du Nil, parce que l'Égypte, c'est un don du Nil. Voilà ce que les prêtres locaux lui racontent. Et puis, c'est ce qu'ils constatent. Le Nil, c'est l'eau qui arrive dans le désert. Et puis, avec les crues, c'est la terre qui est fertilisée. L'Égypte doit sa vie, sa survie au Nil. D'où l'importance de ces sources. Ah oui, c'est ça. Alors même les Égyptiens réfléchissent. Alors ils donnent des explications religieuses, divines, aux crues, au Nil, etc. Mais pas seulement. De manière beaucoup plus terre-à-terre. Ils veulent savoir aussi. Oui. Sauf que c'est très difficile de remonter le Nil. Quand vous arrivez à Khartoum, donc l'actuelle capitale du Soudan, c'est la confluence, vous avez d'un côté le Nil blanc, qui va jusqu'au cœur de l'Afrique, et puis le Nil bleu parce que plus foncé, qui arrive en Éthiopie. Sauf que alors là, c'est rapide, canyon, chute d'eau, c'est très compliqué à y aller. Donc Hérodote mène l'enquête, il interroge donc des Libyens, des Égyptiens, des Grecs, et rien. C'est comme si personne n'avait été jusque là-bas. Mais il rencontre un étrange personnage de profil, évidemment, qui a des informations. Qui donc? Alors, c'est une sorte de scribe, c'est un traducteur de hiéroglyphes. Il vient de la ville de Saïs, ça se trouve dans le delta du Nil. Et ce type-là dit, mais oui, j'ai des informations aux sources du Nil. Vous avez 2 immenses montagnes très pointues au milieu, un grand trou, et puis c'est là, source du Nil. Alors bon, Hérodote poursuit sa route, il va vers le sud, il s'arrête sur l'île Éléphantine, c'est le site d'Assouan, et il ne va pas plus loin. Mais son récit, lui, traverse les siècles. C'est Hérodote, il est lu, si bien que le témoignage là, de ce scribe de profil, ça devient une référence pour tous ceux qui cherchent les sources du Nil. En réalité, il faut attendre le début du XVIIe siècle pour qu'un Européen, un Portugais, arrive au lac Tana. Donc ça, c'est la source du Nil bleu. Quant au Nil blanc, il faut attendre le XIXe siècle. Mais enfin, vous savez, je vous dis découverte. Quand même, rappelons que découverte n'a pas du tout de sens. Découverte pour les Européens, parce que les populations locales, ça, elles le savaient depuis très longtemps. Mais évidemment, ça coule de source. Bien sûr, Xavier Mauduit, ça aussi, ça coule de source. Cette chute du Niagara, si je puis dire. Alors, chère Marie, on parle de Tanou.pro, c'est ça? C'est ça, exactement ça. C'est un réseau, c'est un site, bref, c'est un réseau de faussaires basé en Ukraine qui a produit des milliers d'articles scientifiques bidons, et certains ont malheureusement été publiés dans des revues scientifiques extrêmement sérieuses. Ouais, on parle vraiment d'une catastrophe, que c'est cette vague d'articles scientifiques biaisés, plagiés, erronés, qui est en train littéralement de submerger les éditeurs scientifiques dans le monde entier. Alors ça fait plus d'une décennie maintenant qu'on a identifié ce phénomène qui serait né en Chine et qu'on en parle, mais là, ça vient d'atteindre un nouveau palier. La semaine dernière, à Chicago, il y avait un congrès scientifique sur ce sujet. Il y a une chercheuse russe qui travaille en Allemagne à l'Université libre de Berlin, Anna Abalkina. Elle, c'est sa spécialité. Elle est chasseuse d'articles bidons. Et elle a dénoncé, elle a trouvé ce qui est probablement la plus grosse usine à publication d'Europe. Alors, les anglo-saxons ont une expression que je trouve très imagée. Ils disent « moulin à papier », « paper mills ». Voilà, donc ce moulin est basé en Ukraine avec un nom de domaine donc, qui est tanu.pro. Et il aurait produit, entre 2017 et 2025, au moins 8000 articles, tous envoyés à de vraies revues scientifiques. Et dans le tas, il y a quand même 1500 articles qui auraient réussi à être publiés. Alors, si vous lisez que le titre de ces articles, je vous donne un exemple, vous allez voir, ça sonne très bien. La structure de la croûte terrestre dans la région pré-caspienne. Voilà, ça fait sérieux. Sauf que, en fait, c'est un gloubi-boulga de copier-coller, de réécriture, de vraies recherches. Ça, avec l'intelligence artificielle, ChatGPT, par exemple, le fait très très bien en quelques minutes.
Ensuite, ces moulins à papier, ces escrocs vont rajouter des liens, des citations. Et des fois, c'est tellement mal fait qu'on a trouvé dans certains de ces faux articles. Par exemple, une fois, il y avait une étude sur le marxisme qui était citée dans un article médical. Rien à voir. Alors, comment ça passe de telles erreurs plus ou moins grossières dans ces revues scientifiques? C'est toute la question. Eh bien, déjà, il y a des revues moins sérieuses que d'autres. Et puis, ces moulins à papier ont quand même le pouvoir de corrompre certains des relecteurs des revues. Ou alors, ils peuvent même proposer leurs relecteurs maison, qui vont évidemment placer ces articles. C'est en train de pourrir tout le secteur de l'édition scientifique. Ça, c'est Enrico Bucci, qui est interviewé à ce sujet par France 24. Lui, c'est un spécialiste italien de ces questions d'intégrité scientifique. Il n'est pas le seul à le dire. Et comme beaucoup de ses collègues, ils disent en fait que pour lutter contre ça, il faudrait carrément changer tout le système en profondeur, tant que les scientifiques seront payés et promus et valorisés en fonction du nombre d'articles qu'ils réussissent à publier, et ben, il y aura toujours des escrocs qui trouveront toujours de jeunes chercheurs qui seront prêts à payer ces sites pour être cités dans des articles bidons et donner un petit coup de pouce à leur début de carrière. Voilà, c'est le serpent qui se mord la queue. Il faut tout changer, quoi. Merci à tous les deux et merci à vous, chers téléspectateurs artésiens. On se retrouve demain à 20h05. Mein Liebchen. Tchuss.